oui, j'ai été victime d'un père narcissique. Ouais, j'ai été un peu sous l'emprise. Est-ce que tu as déjà connu la violence au sein de cette relation ? De la violence psychologique. Déjà, ça, je pense que c'est pire que tout parce que ça se voit pas. Donc, oui, tu te sens rabaissé, tu as de la violence psychologique. Et puis après, physique, je ne peux pas appeler ça physique par rapport à toutes celles qui se font vraiment, qui ont des vraies violences physiques, mais ça arrivait... Alors ça va me suivre toute ma vie, je sens. Ça y est, j'ai fait 2 fils d'eux. Alors du coup, toute ma vie, j'ai été qu'avec des fils d'eux. C'est grâce à moi qu'ils sont devenus connus, s'il te plaît. Les premiers mois, ça a été très, très, très compliqué. Après, elle m'a fait une bronchiolite à 20 jours, donc elle a été hospitalisée. Peur de la mort subite du nourrisson, peur qu'elle ne se réveille pas dans son sommeil, peur qu'elle refasse une bronchiolite et qu'elle n'arrive pas à respirer, qu'elle soit en manque d'oxygène. Donc du coup, je dormais pas des nuits parce que j'étais stressée, j'allais voir si elle respirait. Et puis après, j'ai déclenché une hypervigilance quand on est rentré à la maison. Ça se transforme en dépression postpartum. Capucine Anave. Coucou! Bienvenue! Merci, je suis trop contente. C'est très très beau. Je regarde normalement sur YouTube et là je suis là. Et voilà, moi je suis ravie que tu sois à mes côtés. Je suis une de tes abonnés. Des années après, et merci pour ça. Capucine Anave, moi comme beaucoup qui sont en train de nous regarder, je t'avais suivi à l'époque, c'était sur TF1, on t'avait tous découvert dans Secret Story. Aujourd'hui, tu es une maman comblée, une maman dont la vie a été complètement changée, chamboulée. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, mais on t'a aussi connue chroniqueuse sur le Mad Mag, co-animatrice du Mad Mag, chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna. Tu avais eu même l'opportunité d'animer ton propre Prime, on s'en souvient, comédienne au théâtre, animatrice à la radio, et puis tu as tout arrêté. Voilà. Enfin, tout arrêté, oui, c'est un grand mot. Je continue le théâtre, le cinéma, les tournages, mais... Tu as fait une pause quand même dans les médias un petit peu. Hein. Ah oui, j'en avais besoin. Ah, oui. Pourquoi j'ai une petite surprise avant qu'on commence pour toi. Ah. Regarde ce que je t'ai ramené. C'est du magnésium en tant qu'hypocondriaque. Oh. Ah, merci. On se comprend, du coup. Oui, alors ça, c'est parce que par rapport à ma veine qui saute. Merci beaucoup. Voilà. Ah super. Voilà. Et je cache la marque. Voilà. Je cache la marque Bien pour sûr. Pas que la DGCCRF t'envoie une lettre. Oui. Peut-être qu'on en parlera également. Merci Capucine. Est-ce qu'on peut parler d'une décision réfléchie de faire une pause dans ta carrière qui était pourtant, je l'ai dit, en pleine ascension médiatique ? Ah oui, c'était réfléchi. Moi, tout ce que je fais, de toute façon, tout est réfléchi. Donc oui, c'était réfléchi. Je trouve que j'ai passé des années fabuleuses, que j'ai réussi à entreprendre tout ce que je voulais, sauf le rôle de maman. Donc pour moi, il était temps justement de faire une petite pause et de me consacrer vraiment à mon rêve, de toujours finalement. Mais c'est évident à prendre comme décision, c'est facile à prendre comme décision de se dire je suis en pleine ascension, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi et pourtant je vais faire une pause pour devenir maman. Alors non, c'est pas facile à prendre comme décision, surtout que quand j'ai arrêté Touche pas à mon poste, que ce soit médiatiquement, financièrement parlant, j'étais quand même au top du top, Donc forcément, c'est une décision. En fait, il manquait avant de faire une pause pour réaliser mon rêve de petite fille et de devenir maman, il me manquait quand même une petite corde à mon arc, c'était celui d'être comédienne. Donc du coup, quand j'ai arrêté Touche pas à mon poste, j'avais envie de rajouter ça à mon CV. Et c'est vrai que la télé et le théâtre, en termes de salaire, c'est complètement différent, on fait vraiment le grand écart. Donc c'est vrai que ça a été une décision pas facile du tout à prendre. Mais voilà, je me suis dit, à un moment donné, l'argent ne fait pas non plus tout le bonheur. J'avais aussi besoin de m'épanouir à 100% et de rajouter cette petite chose qui me manquait. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision. On l'a dit, tu as eu une carrière à la télévision très fulgurante où tu as eu différentes casquettes, que ce soit à la radio, à la télévision, sur les planches. J'avais envie de tout faire. Moi, en fait, quand j'étais petite, quand j'allais à la boulangerie avec ma mère, je rentrais chez moi, je jouais à la boulangère. Quand on allait faire les courses dans un supermarché, je jouais à la caissière, je jouais à la maîtresse. En fait, dès qu'on allait quelque part, je rentrais chez moi et je jouais à faire ce qu'on a fait la journée. À travailler. Donc, en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est dans la continuité parce que j'avais envie d'essayer de faire plein de choses, en fait. Pour moi, on n'a qu'une vie.
Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais tout essayer, j'ai envie de tout faire pour ne rien regretter. Est-ce que tu t'es déjà laissé happer par le tourbillon de la quête à la performance, la quête à l'argent, la quête à la célébrité, la quête au toujours plus quelque part quand on est dans des métiers pas spécialement médiatiques. à l'argent ni à la célébrité, à la quête personnelle d'entreprendre ce que j'avais envie de faire. Par exemple, je suis pas à la quête de l'argent, parce que sinon j'aurais jamais fait du théâtre, parce que le théâtre c'est pas très bien payé, hein, donc on va être honnête, hein, mais vraiment en quête personnelle de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, ça a toujours été mon objectif et c'est ce qui m'a toujours rendue entre guillemets heureuse et en même temps malheureuse. C'est ça qui est contradictoire dans ce métier, c'est parce qu'on a ce stress de se dire de quoi demain est fait, tout peut s'arrêter, mais en même temps c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'excite dans ce métier, c'est ça qui m'anime et j'ai besoin de ressentir ces choses-là en moi pour vivre, quoi. On te découvre dans Secret Story, à la base des bases, sur TF1. Exactement. Par la suite, tu participes à l'émission qui est un véritable rouleau compresseur. À l'époque, qui cartonnait, c'était l'émission numéro 1, c'était Les Anges. Oui. La saison 5, c'est notamment. Ça. Il y avait Nabila, Méline Eten à tes côtés. Aurélie Dautremont. Aurélie Dautremont, ta crevette. La crevette. Contrairement aux autres, pourquoi toi, t'as pas enchaîné les téléréalités? J'avais pas envie. J'avais pas envie, je me suis dit, voilà, en fait, quand je suis sortie de Secret Story, mon image, elle n'était pas spécialement au top du top, ça ne me ressemblait pas. Donc j'ai dit, bon, allez, je fais Les Anges pour montrer qui je suis vraiment, pour finir sur une belle note. Et puis après, j'arrête parce que, en fait, ça y est, j'en avais fait 1, 2, ça suffit, quoi. J'avais vraiment envie de passer à autre chose, en fait. Ça y est, j'ai 20 ans, Les Anges, j'avais 21. Voilà, après, je ne me voyais pas du tout faire de la télé-réalité toute ma vie. Ça ne me ressemble pas. Et c'est très rapidement avec le MAG sur Énergie 12 aux côtés de Mathieu Delormeau que tu goûtes à l'animation. Oui, j'y suis venue en tant qu'invitée à la base. Et après, tout de suite derrière, j'ai enchaîné en tant que chroniqueuse aux côtés de Benoît, de Mathieu, d'Ayem, c'était Caroline Receveur. C'était vraiment génial. C'est là que tu goûtes au métier d'animatrice, parce que par la suite, tu deviendras co-animatrice. Qu'est-ce que tu pensais de ce métier que tu découvrais ? Bah, en fait, j'en pensais rien, puisque c'est vrai que moi, je suis arrivée là-dedans. En fait, j'ai pas eu le temps de penser. Je me suis lancée là-dedans. J'ai dit, allez, advienne que pourra, j'y vais, on va voir si ça me plaît. J'ai été chroniqueuse pendant 2 ans, je crois, sur le MAG. D'abord, j'étais à 1 fois par semaine, après 2, après 3, après 4. Après, j'étais récurrente avec Benoît, on était récurrents. Après, quand Caroline ou Ayem était malade, du coup, je prenais la place en tant que co-animatrice aux côtés de Mathieu et j'ai trop pris goût, j'étais trop contente. Je leur souhaitais pas d'être malade tout le temps, hein, tu vois, mais de temps en temps, j'étais contente. Je disais, elles sont malades, du coup, ça va être moi. Donc, c'était vraiment génial. En plus, elles étaient hyper bienveillantes à chaque fois. Franchement, je crois que le MAG, j'y suis restée 4 ans. Ça a été 4 années magiques. C'était comment d'évoluer aux côtés de Mathieu Delormeau ? Ah bah c'était génial, c'était impressionnant. Surtout que moi, à l'époque, Mathieu, je le regardais dans Tellement Vrai. Il était présentateur sur Énergie 12, je regardais Tellement Vrai. Et là, je me disais, waouh, quand même, je suis chroniqueuse à côté de Mathieu Delormeau, quoi. Et moi, je dois tout à Mathieu. Ma carrière télévisuelle, je la dois à Mathieu. Parce qu'en fait, moi, à l'époque du MAG, le directeur des programmes ne me voulait pas sur le MAG. J'étais pas assez pulpeuse, j'étais trop fade pour lui. Lui, il aimait les filles pulpeuses. Ayem, Nabila, avec une forte poitrine, des grosses lèvres et tout. Et moi, je rentrais pas du tout dans ces critères-là. Et c'est Mathieu qui s'est battu pour moi et qui a dit, je veux Capucine à mes côtés tous les soirs. Et c'est pour ça que du coup, j'en suis arrivée là. Et Mathieu, je lui dois beaucoup dans mon évolution professionnelle. Tu t'es déjà dit, tiens, pour pouvoir correspondre aux critères, il faudrait que je fasse des opérations de chirurgie esthétique ? Jamais. Ah non, jamais. Jamais de la vie. Je le ferai jamais. D'ailleurs, même toi, tu as cru que j'avais des extensions quand je suis arrivée. Je n'ai rien de faux sur moi. C'est important pour toi, conserver ce naturel ? Oui, c'est important parce que ça me représente beaucoup. Moi, il y a un mot qui me ressemble beaucoup. D'ailleurs, j'ai appelé mon site internet comme ça, j'ai appelé mon livre comme ça, c'est authentique. L'authenticité, c'est Capucine égale authentique. Voilà. Pourquoi authentique ? Parce que je suis quelqu'un d'authentique en termes de personnalité, physiquement. Je sais pas, ce mot, il me parle parce que je trouve que je me reconnais en ce mot, en fait. Et j'ai pas du tout envie de... Je sais pas, je trouve qu'on est tel que Dieu nous a créés, en fait, et c'est dommage de se changer. Il a fallu battre ou pas dans l'industrie pour pouvoir imposer ce corps qui ne correspondait pas, qui ne ressemblait pas à celui des candidates de télé-réalité qu'on voyait, qu'on nous mettait à l'écran au moment où tu as commencé, je parle. Hein. Oui. Non, ça pour le coup, non. Non, il n'a pas fallu se battre parce qu'en vrai, dans chaque télé-réalité, si tu regardes bien,
t'as toujours un petit peu de tout. Et après, c'est justement les filles pulpeuses qui ressortent un petit peu plus du lot. Donc moi, il a fallu que je fasse ma place ça a été un tout petit peu plus dur dans le sens où j'avais pas ce physique de base, mais il y en avait là-dedans. Donc comme quoi, parfois, ça peut servir. Et puis à contrario, tu mettais en avant ce physique plutôt skinny, notamment avec Aurélie d'Autremont, vous vous appeliez les crevettes. Voilà, c'est ça. On s'appelait les crevettes. En fait, on en rigolait, quoi. Il y avait les plastocs, les crevettes. En fait, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Au final, j'ai un corps comme ça. Je suis toute fine, j'ai pas de poitrine, j'ai pas de fesses. Autant. Maintenant, je suis toute seule en crevettes parce que je crois qu'Aurélie, elle a succombé un petit peu. Malheureusement, on était deux. Maintenant, je suis toute seule. Tu penses qu'une émission comme le MAG ou le Mad Max, ça pourrait revenir sur nos écrans ? Ce serait cool parce que c'est une émission qui a quand même marqué et je te reverrai bien toi en animateur du coup, tu vois. Oh c'est gentil ouais, ça. C'est vrai. Dans ce cas, ce serait plus le Mad Max, ce serait Aja. Ce serait Aja quoi, mais c'est un peu le même contexte. Moi quand je regarde Aja, c'est vrai que ça me fait penser un petit peu au Mag de l'époque quoi. Donc je trouve que ce serait bien que ça revienne. C'est vrai que ça manque un peu de débriefer. Alors je regarde plus trop, j'ai plus trop le temps, mais de débriefer un peu de la télé-réalité ou de la télé en général ou de l'actualité, voilà. T'as quitté Énergie 12 au bon moment pour C8 ? Franchement, je crois que oui. Avec le recul, je crois que oui. Après, j'ai quitté un peu involontairement Énergie 12 parce que, en fait, ça a commencé à se dégringoler quand Mathieu est parti, en fait. Quand Mathieu est parti, c'était un peu un repère pour nous. Et en fait, je crois que tout le monde a été un petit peu perdu. Et puis moi, après, j'ai fait ma dépression. Du coup, j'ai arrêté Énergie 12, j'ai arrêté le MAG. En plus, j'étais à l'animation. Une dépression due à quoi ? Je pense à la surmédiatisation. Au surmenage parce que j'étais à la radio le soir, donc je finissais à 3h du matin. Ensuite, j'étais animatrice du MAG, donc je devais être au bureau à 9h parce que voilà, pour travailler quand même l'émission. J'arrive pas comme ça et je fais pas une émission comme ça, quoi. Donc c'était beaucoup de pression avec mon couple avec Louis Sarkozy. Je pense que ça faisait beaucoup pour mon petit corps de crevette. Tu vois. Et elle ressemblait à quoi cette dépression ? C'était dur, c'était 39 kilos sur la balance, plus le goût de manger, je mangeais plus et pourtant je voulais manger parce que moi, mon angoisse, c'était de perdre du poids en fait, je déteste la maigreur. Donc à toutes les filles qui ont des formes, je vous embrasse, j'aimerais bien être comme vous. Voilà. Et on embrasse aussi celles qui sont toutes finettes. Oui, aussi, bien sûr, évidemment, mais moi, c'est vrai que j'aime les filles qui ont un peu de forme, alors pas les seins refaits, je parle des formes uniformes, de partout. Donc c'est ça, des pleurs, paquet de cigarettes, très mauvais pour la santé, allongé sur mon canapé, peur de la solitude, enfin voilà quoi, tout ça. C'était évident de changer, de migrer d'une chaîne que tu connaissais, malgré la dépression dont tu viens de nous parler, pour aller sur C8 où c'était nécessaire, c'était vital ? Alors, en fait, moi, quand je suis partie d'Énergie 12, je comptais tout arrêter à ce moment-là. J'étais rentrée à Lyon. De toute façon, mon père ne m'avait pas vraiment laissé le choix, pour être honnête. Ouais. Donc, j'étais rentrée à Lyon pour me remettre de tout ça. Ça a commencé à aller un petit peu mieux, petit à petit. Et puis, je reçois un appel de Cyril qui me dit, voilà, Capucine, j'aimerais te rencontrer pour éventuellement intégrer l'équipe de Touche pas à mon poste en septembre. Donc là, je te parle, on était à peu près en mars. Donc je dis, ok, de toute façon, ça ne me coûte rien d'aller faire ce rendez-vous. Et de l'autre côté, Danse avec les stars qui m'appellent pour faire le casting. Donc j'ai fait le casting. En fait, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je quitte Énergie 12. Dans ma tête, je suis sûre de vouloir tout arrêter et de plus vouloir continuer. Et je me dis, en fait, c'est mon destin. Ça veut dire que mon histoire télévisuelle, elle n'est pas finie. C'est pas moi qui ai cherché à continuer. On est venu à moi. Et en fait, moi, dans ma vie, ça a toujours été ça. Je me dis, c'est que c'est le destin. Si on m'appelle Danse avec les stars, Cyril, c'est que j'ai encore quelque chose à faire, en fait. Donc, du coup, j'ai fait tous ces rendez-vous. Et puis avec Cyril, ça s'est hyper bien passé. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien commencer par 2 par semaine pour m'adapter petit à petit à l'émission. Et puis, on verra comment ça va se passer. Et puis, je me suis lancée dans le grand bain comme ça, comme j'ai toujours fait, en fait, au final. Donc, ça ne m'a pas fait peur. Parce que moi, ma vie, c'est ça, en fait. C'est de me lancer sans réfléchir et de voir au moment présent si ça me plaît ou pas. C'était un autre océan, là, TPMP, par rapport à... C'était la mer et l'océan, voilà. Oui. Un lac et l'océan. Comment tu as fait pour faire ta place ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'était dur d'être acceptée dans une émission comme celle-ci quand on est Capucine Anave ? Forcément, j'avais peur des préjugés. Puis en plus, à l'époque, il y avait Nora qui n'aimait pas trop la télé-réalité et tout. Mais en fait, je suis quelqu'un de tellement vrai et tellement sincère. Honnêtement, ma place, je l'ai fait assez rapidement. Je me suis tout de suite très bien entendue avec tous les chroniqueurs. Ça s'est tout de suite hyper bien passé. Alors oui, ça a été beaucoup plus dur en termes
de rythme, parce que l'émission TPMP, c'est dès que Cyril me donnait la parole, en fait, t'as pas le temps, il faut... Et moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer, il faut toujours que je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler, et là, j'avais pas le temps, surtout je pas à mon poste, c'était en direct, du one-shot, on te donne la parole, t'as pas le temps, faut y aller. Donc ça, au début, ça a été un petit peu compliqué, on va dire, mais avec le travail, on finit un peu par y arriver, quoi. Tu mesurais la responsabilité de tes prises de parole sur une émission comme Touche pas à mon poste? Je crois que non. Non, je crois qu'à l'époque, je ne me rendais pas trop compte vraiment de l'impact qu'avait Touche pas à mon poste en plus. Donc non, après ça va, j'ai pas dit trop de bêtises non plus. Hein. Tu t'es jamais pris les foudres des téléspectateurs après une émission? Ah bah mais tous les soirs. Tous les soirs. Mais de toute façon, que tu dises blanc ou que tu dises noir, de toute façon, quoi qu'il, c'est une émission, à l'époque, on faisait quand même 2 millions tous les soirs. Enfin, c'était une grosse machine. Donc évidemment que sur Twitter, de toute façon, tu t'en prends toujours plein la figure. Hein. Mais... A contrario, j'avais aussi 50% de négatif, 50% de positif. Et j'ai appris aussi, parce que j'ai toujours été très bien entourée au niveau de ma famille, j'ai appris à relativiser, à ne pas regarder les commentaires méchants, à regarder que le positif. Et puis voilà, parce que si tu commences à regarder tous les commentaires méchants, t'es mal barré. Hein. Tu te reverrais faire ton retour dans une émission, dans l'émission Touche pas à mon poste? J'y suis allée là, il n'y a pas longtemps en tant qu'invitée. J'aime toujours y aller en tant qu'invitée. Mais en tant que chroniqueuse? En tant que chroniqueuse, franchement, non. Parce qu'en plus, aujourd'hui, avec le monde actuel, on ne peut plus faire ce qu'on veut à la télé. Donc, Cyril aussi s'adapte à tout ce qui se passe un peu en ce moment. Avant, c'était beaucoup de la rigolade, le chocolat gate. On rigolait vachement. Aujourd'hui, maintenant, c'est délicat de rigoler de tout. Donc, il s'adapte. Le chocolat gate? Il nous balançait du chocolat, des trucs. Enfin, c'était vraiment de la rigolade à l'époque. On pouvait rire de tout encore, tu vois, à mon époque. Aujourd'hui, c'est plus délicat, donc Cyril s'adapte. Et c'est vrai que je crois que je me reconnais moins en cette nouvelle émission, en cette nouvelle tournure, pour prendre des avis donner un avis très tranché sur une situation. Je crois que je me verrais plus du tout faire ça, quoi. C'est très politique aujourd'hui, TPMP. Ouais, c'est politique. Et puis, tous les chroniqueurs sont excellents, ils savent de quoi ils parlent et tout. Et moi, c'est vrai que ça me ressemble un petit peu moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'adore l'émission, hein, mais je pense que j'aurais moins ma place aujourd'hui. Et puis, tu animes ton propre Prime sur C8 à l'époque. J'ai animé aussi mon propre Prime. Ça, c'était quelque chose. Waouh, quelle aventure! Ah, mais quelle aventure! Pareil, hein, Mathieu, je lui dois beaucoup, et Cyril, je lui dois aussi énormément. T'imagines la chance qu'il m'a laissée? 25 ans. Il me laisse animer un Prime en direct, toute seule, sur C8, et il m'a laissé carte blanche. Ça veut dire qu'à aucun moment, il est intervenu pour me dire ça, tu fais pas ça. J'avais envie d'ouvrir le Prime avec une danse, on m'a dit oui. Enfin, franchement, mais qu'est-ce que je me suis éclatée. C'était incroyable. Comment tu décides d'arrêter Touche pas à mon poste? Pourquoi tu décides d'arrêter Touche pas à mon poste? Mais j'aimerais bien que tu me répondes à cette question, juste après me dire pourquoi on t'a pas vu dans Danse avec les stars. Parce qu'en fait, on m'a pas vu parce que je pense qu'ils ont pris Caroline Receveur et je pense que ça faisait un peu doublon. Vu qu'on avait toutes les deux fait Secret, le mag, tu vois, je pense qu'ils ont préféré prendre Caroline. Alors, j'ai jamais eu le pourquoi du comment hein, à l'époque, mais de ce que j'ai entendu, ça se jouait beaucoup. Ils hésitaient vraiment entre Caroline et moi. Et puis finalement, ils ont pris Caroline. Ok. Il y a toujours eu une compétition entre vous, malgré vous? Non. Non, franchement, honnêtement, je ne me considère pas du tout Caroline. Elle avait son blog, elle est très influenceuse, créatrice de contenu. Non, on n'était pas vraiment dans le même mood. Tu vois, d'ailleurs, elle, dans Danse avec les stars, elle était présentée en tant qu'influenceuse, tu vois. Moi, je n'ai pas passé le casting en tant qu'influenceuse, j'étais chroniqueuse télé. C'est juste que je pense, effectivement, qu'on sortait toutes les deux de Secret Story, on avait toutes les deux fait le mag, on sortait toutes les deux d'Énergie 12, donc peut-être pour la production, ça faisait quand même doublon, mine de rien, tu vois. Et donc, cette fameuse question, ouais. Comment tu prends cette décision d'arrêter Touche pas à mon poste alors que Cyril te confie les Random Prime en direct, tu commences à avoir des responsabilités, ta place elle est assise. En fait, ça a été une décision que j'ai pris 3 mois à l'avance. Comme je te dis, moi, tout est réfléchi. Hein. Je ne prends pas des décisions comme ça. Hein. J'en avais parlé un peu avec Cyril 3 mois à l'avance parce qu'il y avait eu cette histoire du Prime, de tricherie, tout ça. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup de pression pour moi alors que, voilà, moi, j'étais une petite minette finalement, tu vois, qui avait beaucoup de pression, tout ça. Donc là, je me suis dit... J'ai tellement une belle image de TPMP que j'avais pas envie de retomber dans ce que j'ai fait sur Énergie 12, tu vois. J'avais pas envie de refaire... J'avais vraiment envie de partir sur une bonne image. Et donc, j'avais réfléchi à ça. On en avait discuté un peu avec Cyril. Et donc, pour moi, notre décision a été prise. Sauf que 3 mois après, en fait, c'est vrai que Cyril me dit « Mais pourquoi
pourquoi tu pars, pourquoi tu as pris cette décision? Je lui dis, on en a parlé ensemble. Il me dit, oui, mais c'était il y a 3 mois, maintenant j'ai changé d'avis et tout. Je dis, moi je savais pas, je pensais qu'on s'était mis d'accord, que voilà, que j'avais apporté tout ce que j'avais à apporter durant cette saison et que... Donc voilà, et j'avais aussi surtout envie de réaliser ce rêve de devenir comédienne, chose que je n'avais encore pas faite. Et on m'avait proposé une pièce de théâtre et je me suis dit, encore une fois, c'est le destin qui m'appelle. Si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. Est-ce que c'est pendant toute cette période que tu as une relation, une histoire d'amour avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice, qui te fait souffrir beaucoup? Oui, j'ai eu une relation, c'était pas spécialement pendant cette période, ouais, j'ai eu une relation un peu toxique, j'ai été victime d'un pervers narcissique, ouais, j'ai été un peu sous l'emprise. Mais ça, c'est vrai que ça fait partie un peu de mon petit jardin secret. Je sais qu'il faut libérer la parole, qu'il faut en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être, je me sens encore pas assez prête pour en parler en profondeur et Ok. voilà. Je peux te poser 2-3 questions? Oui. Ok. Non, mais parce que c'est intéressant, parce que t'es pas la seule à avoir vécu ça. Oui, je m'en rends Est-ce que sur le moment, tu le savais que tu avais en face de toi un pervers narcissique? Sur le moment, non. Mais après quelques mois, je m'en suis rendu compte. Et puis, je me suis dit, écoute, de toute façon, je préfère être malheureuse avec lui que sans lui, parce que de toute façon, quand t'es pas avec ce genre de personne, loin de lui, de toute façon, t'es quand même malheureuse, t'es addict de cette personne. Donc, je me disais, quitte à être malheureuse, en fait, autant que ce soit avec lui, autant qu'il soit à mes côtés, quoi. Quitte à être malheureuse. Donc, en fait, je m'étais restreinte à vivre toute ma vie comme ça, quoi. Ouais, mais tu devais souffrir. Ah bien sûr. Mais de toute façon, je souffre. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, de toute façon, tu souffres. Donc, moi, dans la tête, je me disais, autant souffrir avec lui, quoi. Autant souffrir alors qu'il est à mes côtés, que ça apaisait quelque chose. Donc, On peut être amoureuse d'un pervers narcissique? je pense pas. Je croyais que oui au début, mais bon, après, j'ai fait plein de thérapies. J'ai été voir des spécialistes en pervers narcissique parce que j'avais vraiment envie de comprendre cette emprise de pourquoi on est comme ça. Et en fait, c'est pas de l'amour. En fait, c'est de la dépendance. C'est comme une drogue, en fait. J'ai jamais touché aux drogues de ma vie, j'ai jamais été dépendante de quelque chose. Et en fait, je pense que chacun a sa propre drogue. Et que moi, peut-être, peut-être que j'ai eu besoin de passer par une relation comme ça dans ma vie. Puis je regrette pas, parce qu'au final, en fait, je regrette rien de ma vie. Parce que ça m'a aussi peut-être permis de devenir celle que je suis devenue aujourd'hui. Peut-être que, avec les sciences, on refait le monde, donc voilà. Est-ce que c'était une relation uniquement avec une pression psychologique, une emprise, ce qui est déjà extrêmement grave et qui peut avoir des conséquences dévastatrices, ou est-ce que ça pouvait être pire? Est-ce que tu as déjà connu la violence au sein de cette relation? De la violence psychologique, déjà ça je pense que c'est pire que tout parce que ça se voit pas. Donc oui, tu te sens rabaissé, tu as de la violence psychologique. Et puis après, physique, je peux pas appeler ça physique par rapport à toutes celles qui se font vraiment, qui ont des vraies violences physiques, mais ça arrivait qui me pousse ou que voilà, mais je peux pas appeler ça de la violence physique. Donc, comment on s'extirpe d'un pervers narcissique, Capucine Anave? Franchement, je sais pas, je pense qu'on a on a tout un chemin différent à prendre. Et moi, en fait, ça s'est passé du jour au lendemain. Un jour, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais Capu, mais qu'est-ce que tu fous, en fait? Et mon meilleur ami, Anthony Ruiz, il me le disait toujours pendant cette relation. Il m'a toujours dit, Capu, un jour, tu vas te réveiller. Il dit, arrête d'essayer de chercher, de partir. Il me dit, vis ce que tu as à vivre. Et un jour, tu te réveilleras et tu ouvriras les yeux. Et ce jour, il est arrivé. On garde des conséquences. Oui, on garde en soi des séquelles. Est-ce qu'il y a des conséquences à une relation avec un pervers narcissique? Oui, je pense qu'il y a forcément des conséquences parce qu'après, tu te dis déjà, est-ce que c'était de ma faute? Tu te poses plein de questions en fait. Parce qu'un pervers narcissique, il arrive presque à te faire croire que tout ce qui s'est passé, c'est de ta faute. Et tu finis par y croire. Donc tu te dis, mais en fait, je suis une merde. En fait, c'est de ma faute. En fait, là, si c'est embrouillé, c'est parce que j'ai posé le verre comme ça au lieu de le poser comme ça. J'aurais peut-être pas dû, en fait. Donc oui, je pense que ça a des conséquences, après. Mais bon, après, j'ai suivi une thérapie. Et puis voilà. Et puis après, petit à petit, tu te reconstruis. Et les filles ne perdaient pas espoir. Ah non, mais c'est important ce que tu dis, parce que toi, ça veut dire que tu as dû le perdre, l'espoir, à un moment. Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. À un moment, tu te dis, bon, allez, ça sert à rien. De toute façon, en plus, tu es fatigué psychologiquement, tu es fatigué de tout. Parce que cette personne te prend toute ton énergie, quoi. Donc tu te dis, allez, j'arrête. Je reste dans cette relation et puis on verra ce qui se passera.
Tu pouvais parler un petit peu? Tu avais quand même des béquilles, des personnes de confiance? Ouais, mes parents, oui, mes parents un peu, mais après, je n'osais pas trop. Tu sais, tu n'oses pas tout dire, en fait, parce que déjà, c'est la honte. Tu sais, puis les gens, ils ne comprennent pas, ils se disent, mais pars, quitte-le. Tu sais, les gens, ils ne comprennent pas forcément tout. Hein. Donc, voilà. Comment tu rencontres celui qui deviendra le papa de Je peux ta aller fille? faire pipi, et on Oui. sait qu'on en est là. Tu peux aller faire J'ai pipi. une grosse pissette. Vas-y, J'arrive. on fait une petite pause. Tu vois les conséquences d'avoir un petit corps comme le mien, t'as une petite vessie. Quand ça m'arrivait en direct, c'était terrible. Ah mais je te rassure, je fais pipi tout le temps. Ah mais c'est... Ah, Moi bon, aussi. finalement. Tu sais à qui tu me fais penser? À qui t'as des airs maquillés là Karen comme ça? Knightley. Non. Ah, ok. On te dit Lana Del Rey? Non, Keira Knightley. Ah, Keira Knightley? Celle qui joue dans Pirates des Caraïbes. Ah, pas faux. Ouais. Non mais franchement, À qui? t'as un air de Demi Moore. Ah bah Gad Elmaleh m'avait dit la même chose quand il m'avait croisé. Bah ça je le prends plutôt bien, c'est une jolie fille. Bebon. Ouais, merci. Hein? Non mais vraiment, t'as un petit air de Demi Moore. Merci. Maquillé. Ah ouais, Tu vois, ok. parce que d'habitude, Démaquillée, je ressemble à un fantôme, mais non, tu maquillée, ressembles à demi-mour. Capucine Anal. Non mais c'est vrai, c'est rare de te voir toute maquillée comme ça. C'est vrai, bah oui. C'est plutôt c'est rare. vrai. Oui, donc je te disais, avant la petite pause pipi, vous Oui. voyez, vous vivez les choses comme si vous étiez avec nous. Exactement, Voilà. je n'ai pas honte, hein, c'est comme ça. Comment tu rencontres celui qui deviendra le papa de ton enfant? L'homme de ma vie. Hein, L'homme tu de peux ta vie, dire, le papa hein, de Lola, clairement. Victor. Voilà, au supermarché. C'est vrai? Oui. Bah, en fait, il est lyonnais, je suis lyonnaise. Et en fait, c'est marrant cette histoire parce qu'on se connaît depuis qu'on a l'âge de 10 ans. Ah Parce ouais, que nos d'accord. parents se connaissaient, en fait. Et on était même dans le même lycée. Mais il a 2 ans de moins que moi. Donc quand tu es au lycée, tu sais très bien. Il était en seconde, je suis en terminale. Pour moi, c'était un petit. On n'a pas du tout les mêmes potes. Rédhibitoire. Voilà, rédhibitoire. Et puis donc, on se calculait pas du tout. Même lui, je crois qu'il a même pas souvenir de moi en terminale, tu vois. Mais en tout cas, je voyais qui c'était parce que c'était un peu le beau gosse du lycée. Je voyais qui c'était, mais voilà, quoi. Et puis, je vais faire les courses à Paris, quand j'habite à Paris. Et je le croise dans un supermarché. Et là, je dis, ah, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Comment ça se fait? Il me dit, bah, j'habite là depuis 6 ans. Et il me montre le même immeuble que moi. C'est une blague. Mais je te jure, on habitait dans le même immeuble. Et donc, du coup, bah, on a un peu gardé le lien. Et pendant le confinement, au lieu d'être toute seule chez moi à déprimer, je me dis, bah, tiens, il y a les garçons parce qu'il était confiné avec son frère. Et puis, on faisait des jeux de société, on jouait au Monopoly. J'avais juste à mettre mes pantoufles à monter, en fait, au final. Et puis, en fait, ça s'est fait comme ça. Et au deuxième regard, le premier, non. Le deuxième, non plus. Et au troisième, je sais pas, à un moment, je joue au Monopoly. Et il se passe un truc quand je le regarde. Mais écoute-moi bien, Sam, je te promets, j'ai cru que j'étais en 6e, tu sais. J'ai ressenti un truc dans mon ventre. Tu sais, les papillons. Mais un truc que j'avais pas ressenti depuis... Et là, j'ai dit, putain, c'est le bon. C'est lui. Il est là, en fait, depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et c'est lui. Je l'ai su tout de suite. Tu sentais que c'était réciproque? Bon, tu sais, oui, parce qu'en plus, lui, il avait une sacrée liste de conquêtes. Donc, je savais que si je voulais l'avoir dans mon lit, en tout cas, je pouvais. Après, est-ce que j'étais la femme de sa vie dans ses yeux? J'ai pas ressenti ça tout de suite venant de sa part. Moi, je savais tout de suite que c'était le bon. Et après, je l'ai ressenti au moment où on a passé une soirée ensemble et qu'on ne s'est plus jamais quitté. Et là, je dis, bah, c'est qu'il ressent la même chose que moi. Puisque à partir du moment où on s'est vu après, enfin qu'on a passé cette soirée ensemble, eh ben on a vécu ensemble jusqu'à encore aujourd'hui. Donc il y a eu un avant et après Monopoly. Incroyable. Supermarché. Eh ben Quelque oui, part. complètement. Mais oui, un avant-après, c'est vrai, grâce au Monopoly. Et la réciprocité, le sentiment d'amour qui se développe, c'est quelque chose qui est arrivé rapidement dans votre relation? Mais je te dis, à partir de ce regard-là, j'ai été amoureuse, mais vraiment. Ça a été, mais tu sais, avant, on parle souvent, ah, j'ai eu le coup de foudre. Non, non, là, je vous parle sincèrement, j'ai eu, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, direct. Est-ce qu'avec Victor, Capucine, on Ouais. peut dire que tu casses la tradition d'être en couple avec des fils d'eux? Ouais, complètement. Ah là là, ça va. Alors ça va me suivre toute ma vie, je sens. Ça y est, j'ai fait 2 fils d'eux. Alors du coup, toute ma vie, j'ai été qu'avec des fils d'eux. Il n'y en a Non, que 2 au final. Hein. Il y en a que deux, pas- c'est il y en a vrai. pas C'est vrai beaucoup, hein. que mais tu as été connue, enfin pas médiatiquement avec eux, tu l'étais déjà. Bah mais, oui, c'est grâce à moi qu'ils sont devenus connus, s'il te plaît. mais les médias parlaient Attends. beaucoup Oui, de vos relations. Tu as été Oui. en couple avec Louis Sarkozy, Ouais. le fils de Nicolas Sarkozy, ou encore Alain Fabien Delon, Ouais. le fils d'Alain bah, ça Delon. va, ça fait que 2. Comment tu l'as vécu, ça, ces quelques années où, Bah, au où début, pas très perpétuellement tu avais ces commentaires-là en mode ah, mais de toute façon, C'est une Capucine, starfuckeuse, nana. Bon, au début, pas hyper bien parce que c'est toujours blessant, tu vois.
Et puis, en fait, quand je voyais qu'avec Louis, ça durait 1 an, 2 ans, avec Alain Fabien, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, au final, en fait, j'avais rien à prouver. C'est que si j'étais vraiment comme ça, bah, ça aurait duré 1 mois, 2 mois. Quelque part, c'est qu'ils étaient aussi amoureux de moi si on est resté aussi longtemps comme ça. Une starfuckeuse, on me disait, c'est quoi ça? Tu connais pas? Ah, je connais Le pas. mot starfuckeuse, ça veut Pas dire du que tu tout. sors qu'avec des stars. Ok, ah, je savais pas. Parce que bon, après, bah, y en a eu d'autres, mais en même temps, c'est comme la plupart des Français. La plupart des Français, j'ai vu un sondage, il y a quand même 70% des Français qui rencontrent leurs compagnons sur leur lieu de travail. Bah, moi, c'est pareil. C'est la vérité, c'est comme ça. Mais c'est intéressant là ce que tu disais quand je t'ai posé la question. Tu disais, bah attends, les médias ils parlaient beaucoup, mais en tout cas c'est moi qui les ai rendus connus. C'est vrai que Non, j'ai pas. Enfin, leur nom de famille était vachement connu, mais. médiatiquement, je parle. Médiatiquement. Alain Fabien, quand j'ai connu, il avait 2000 abonnés sur Instagram et il est passé à 30 000 quand notre relation elle a été rendue publique, tu vois. Et Louis Sarkozy. Oh bah Louis, pareil, il devait avoir 300 abonnés, quoi. Tu vois. Non, mais pourquoi je trouve intéressant ce que tu as dit, c'est parce que l'angle qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux et dans les médias, c'est Capucine Anave en couple avec le fils de. Mais on n'a jamais vu le fils de en couple avec Capucine Anave. Oui. Tu vois, dans le sens inverse. Alors qu'en vrai, celle qui était déjà connue, celle qui avait déjà une carrière assise, c'était toi, Oui. médiatiquement. Oui, mais bon, après, tu vas pas comparer ma carrière au nom de famille Sarkozy ou au nom de famille Delon, quand même. C'est vrai que là, leur nom de famille prenait le dessus sur moi. Ouais, mais normal. c'est mettre encore une fois, peut-être, j'ai l'impression, c'est une C'est question me que je me rabaisser, pose. quoi. Non, mais c'est mettre l'image d'une femme, encore une fois, sous celle d'un homme. Ouais, peut-être. Je sais pas, je me pose la question Mais bon, pendant après, qu'on ça parle. m'a pas. Au début, ça me titillait un peu parce que bon, tu te dis, mais pourquoi ils disent ça, la presse, les médias, les gens, je suis tellement pas comme ça. Il y a eu un amour quand même sincère. Puis bon, après, je pense que j'ai prouvé que c'était sincère. Quand les gens y voyaient qu'avec lui, ça a duré 2 ans, à la Fabien, 3 ans, c'est que voilà, c'est qu'il se passait vraiment quelque chose. Mais revenons à nos moutons. Bien sûr. Donc, on parlait de Victor, Oui. l'homme de ta vie. Oui. Donc, au premier regard, tu comprends que c'est l'homme de Au ta troisième. vie. Allez, Ouais. au troisième. Au quatrième, tu te dis, ok, j'ai capté, c'est le père de Ouais. mes futurs enfants. Vous essayez pendant un moment d'avoir un enfant ensemble avant d'avoir Lola? Oui. Mais moi, j'essayais même un peu avant, même presque avec Alain Fabien, je crois, que j'essayais déjà de tomber un petit peu enceinte et tout. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à tomber enceinte. Ah, Donc, avec Victor, ouais, ça a quand même. Moi, j'ai tout de suite senti, Victor, que c'était le bon. Donc, du coup, au bout de 5-6 mois de relation, je voulais déjà essayer. J'en avais parlé avec lui, évidemment. Attention, je n'ai pas pris la décision toute seule. Il était un petit peu moins pressé que moi, on va dire. Mais bon, voilà. Il savait que j'étais la bonne aussi. Et puis, ça venait pas. Donc, ouais, j'ai quand même mis 1 an et demi avant de tomber enceinte avec Victor de Lola. Et puis là, je commençais à entreprendre les démarches pour commencer une FIV. Parce que ça me bouffait tellement, en fait, ce rêve de devenir maman. Je te dis, il me manquait plus que ça, en fait. J'avais tout réalisé professionnellement parlant. Et en fait, depuis le début, je me disais, tant que tu n'as pas réussi ta vie professionnelle, n'essaye pas de faire d'enfant. Et en fait, là, j'avais tout réussi professionnellement parlant. J'avais tout fait. Et il me manque, pour vraiment être très heureuse, il me manquait plus que ça. Donc, j'essayais. Et puis, donc, du coup, j'ai entrepris les démarches pour faire des FIV et tout. Et le mois avant de commencer la FIV, tu sais, pour une FIV, on se fait des piqûres d'hormones, tu sais, pour stimuler l'ovulation. Tu as des piqûres à faire pendant quelques semaines pour stimuler l'ovulation, les hormones et pour que ça vienne. Et avant de commencer ces fameuses piqûres, j'ai dit, je vais quand même aller voir un hypnotiseur, c'est la DER. Il y a un hypnotiseur, j'ai fait un drainage lymphatique et je suis tombée enceinte. donc naturellement. tu penses que ça a contribué? Je pense pas, c'est que j'en suis persuadée. Ou c'était un blocage que tu avais? C'était un blocage qui, grâce à l'hypnotiseur et grâce au fait qu'on me débloque à l'intérieur, parce que la masseuse, quand elle m'a massé le ventre, elle m'a dit, mais il n'y a même pas un spermatozoïde qui passe là-dedans tellement que vous êtes stressé et tout. Donc, elle m'a tout débloqué. Donc, hypnotiseur pour lâcher prise et massage, ça a marché. Incroyable. Et tu sais d'où il venait ce blocage? Je pense que de trop vouloir, tu sais, quand tu veux trop quelque chose, je pense que à l'intérieur, ton corps réagit et ça bloque quand tu penses trop, en fait, tu vois. Comment tu découvres que tu es enceinte, que tu portes la vie? En plus, ce jour où j'ai découvert, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai mangé des sushis, j'ai mangé de la salade, j'ai fumé une cigarette. Alors, j'ai pas bu d'alcool parce que je suis contre l'alcool. Je savais pas. Je savais pas. Et puis, j'étais avec mon meilleur ami Anthony Ruiz. Puis après manger, mais j'ai un coup de barre, ce qui me ressemble pas spécialement de base, tu vois. Et là, je me dis, bon, écoute, c'est quoi, je vais aller faire un test parce que je commençais à avoir un peu mal au ventre. J'ai dit, puis
psychologiquement, en fait, tous les mois, j'avais un retard de règles. Et comme par hasard, quand je faisais le test de grossesse et qu'il était négatif, bim, mes règles arrivaient. Donc là, je me disais, je vais faire le test, il va être négatif, mes règles vont arriver et ça va évacuer, quoi. Ça va me faire du bien. Donc je fais le test, positif. Tu réagis comment? Bah, je crois que sur le moment, je réagis pas. Je dis à Anto, attends. Je dis, Anto, tu vois 1 ou 2 barres là? Il me dit, bah, j'en vois 1,5, pourquoi? Tu sais, lui, il comprend rien. Je dis, bah, parce que si t'en vois 2, ça veut dire que je suis enceinte. Il me dit, tu vas tout de suite, on va à la pharmacie, on va tout de suite en chercher un deuxième. Donc, on descend, un deuxième, 2 barres. Et bah là, je pleure. Là, j'avais qu'une envie, il était 13h, que Victor y rentre pour lui annoncer. Ça a été les heures les plus longues de ma vie parce que je voulais pas lui annoncer au téléphone. Oui. Tu vois, je voulais lui faire un vrai truc, un truc un peu mignon. Donc là, le stress, j'ai quand même appelé ma mère pour lui dire. Et j'ai appelé ma grande sœur qui est biologiste pour tout savoir, les prises de sang et tout, quoi. Comment il réagit, Victor? Ah ouais, il pleure. Ouais. En fait, il avait perdu une paire de lunettes de soleil et je lui avais promis de le racheter. Quand il est rentré, en fait, je lui avais mis le test de grossesse dans une boîte à lunettes et je lui ai dit, bah tiens, regarde, je t'ai repris ta paire de lunettes, essaye-les, voir si ça va. Et il ouvre la boîte à lunettes et là, il y a le test de grossesse. Il me dit, je te crois pas. C'est vrai? Et là, on pleure et voilà, on était trop contents. Comment tu l'as vécu, cette grossesse? Les premiers mois, pas très bien parce que tu as toujours ce stress. Tu sais, les 3 premiers mois, on dit toujours il y a des risques de perdre l'enfant, de faire une fausse couche et tout. Donc en fait, c'est délicat parce que les 3 premiers mois, du coup, je profitais pas à fond parce que je me disais, mais à tout moment, du jour au lendemain, on peut m'annoncer que je fais une fausse couche et que le bébé, il n'a pas tenu, que l'embryon n'a pas tenu. Donc les 3 premiers. Et après, au bout de 3 mois et demi, tu te dis, ah, bon, là, c'est plus sécure. Mais après, tu as la prise de sang pour voir s'il n'est pas atteint de trisomie 21. En fait, tu as toujours des examens. Et du coup, les premiers mois, tu ne les vis pas sereinement parce que tu as toujours peur qu'il se passe quelque chose, tu vois. Donc, par contre, au-delà de ça, contrairement à d'autres femmes qui vomissent, je l'ai hyper bien vécu, ma grossesse. Mais ma fille, elle a été avec moi. Je suis montée sur scène jusqu'à 15 jours avant d'accoucher, moi. Parce que je faisais ma tournée de pièces. J'étais au théâtre, tous les week-ends, j'allais ensuite. Elle a été au top. Peut-être pour ça que j'ai accouché avec 3 semaines d'avance, parce que bon, j'étais trop hyperactive, mais je l'ai hyper bien vécu, quoi. T'as pris du poids? J'ai pris du poids et tout. Je me sentais trop fraîche, je me sentais trop bien. Ah ouais. Tu l'as vite perdu après ce poids? Très vite. Très, très vite. Je crois qu'en 2 mois, j'étais même plus mince que ce que j'étais avant de tomber enceinte. Tu voulais le garder, ce poids? Bien sûr. T'avais pris combien de kilos? J'avais pris 11 kilos. Ok, c'est correct? Ah moi j'aurais aimé garder. Bon, évidemment, le ventre, non. Mais j'aurais aimé garder les 6-7 kilos, quoi. Et j'ai tout vite reperdu avec la dépression postpartum, donc... Ah, parce que j'allais te demander ce stress que tu avais au début de la grossesse et que tu as eu quand même un petit peu tout au long de la grossesse avec tous les examens qu'il faut faire. Et on a compris que tu étais quand même une personne stressée, qui voyait toujours le pire scénario. Oui. Ça va mieux à la naissance de Lola ou pas? À la naissance de Lola, ça va beaucoup mieux. Je me dis, ça y est. Après, tu as toujours, pareil, cette petite angoisse de te dire la mort subite du nourrisson. En fait, mais j'ai appris à vivre avec. En fait, on ne sera jamais tranquille. Comme aujourd'hui, tu as toujours peur qu'il se passe quelque chose à ton bébé, en fait. Donc, à la naissance, oui, quand on m'a dit elle est en bonne santé, tout va bien. Elle faisait un petit poids, du coup, je ne suis pas un gros gabarit non plus, donc je n'allais pas faire un gros bébé. Hein. Mais donc, elle a été en couveuse la première nuit et tout à côté de moi. Mais tu es toujours inquiet, quoi. Après, ils font à la maternité, ils te font les tests de la jaunisse. Donc, en fait, tu es toujours... est-ce qu'elle a la jaunisse? Est-ce que machin? Est-ce que si? Est-ce qu'elle va prendre du poids? Après, du coup, elle me vomissait tous ses biberons en jet. Donc, elle était RGO, elle faisait des reflux internes. Donc, tu as cette angoisse qu'elle perde du poids et qu'elle ne prenne pas le poids nécessaire. En plus, tu as les sages-femmes qui te mettent un peu la pression. Il faut la réveiller bien toutes les 2 heures parce qu'elle fait un petit poids. Il faut la nourrir. Là, elle me vomit tout en jet. Je me dis, mais oh là là, mais comment je vais faire? Les premiers mois, ça a été très, très, très compliqué. Après, elle m'a fait une bronchiolite à 20 jours. Donc, elle a été hospitalisée. Et là, je crois que j'ai pas tenu. Hein. Ça, c'est stressant parce qu'en plus, tu passes tout ton temps avec elle. Tu dors sur une chaise à l'hôpital. À l'hôpital, oui. En fait, il y avait une épidémie de bronchiolite, je crois, un peu comme chaque hiver. Il y a beaucoup de bébés et d'enfants qui sont atteints de bronchiolite. Et on était du coup avec l'épidémie 3 par chambre, séparés par des paravents. Donc quand c'est pas un bébé qui pleure, c'est l'autre. Les infirmières qui viennent toutes les 2 heures pour un, après l'autre. Donc en fait, tu dors jamais. En plus, on était du coup sur des chaises, parce que tu peux pas mettre de lit. C'était une chambre pour 3, quoi, en fait. Et moi, je voulais pas laisser mon bébé de 20 jours seul à l'hôpital. C'était hors de question. Donc en fait, comment te dire que tu ne dors pas pendant 3 nuits, 4 nuits. Et là, la fatigue, ça rend fou, en fait. C'est un mode de torture avant, la fatigue. Donc là, j'ai appelé ma mère, SOS, maman, faut que tu viennes faire la dernière nuit, parce que là, il y a un truc dans mon cerveau qui va péter, je vais devenir tarée. Ah, tu le sentais? Je le sentais. Et puis après, j'ai déclenché une hypervigilance.
quand on est rentré à la maison. Ça, c'est un trouble obsessionnel. Ouais. C'est quoi une hypervigilance, exactement? En fait, c'est pareil, la peur de la mort subite du nourrisson, peur qu'elle ne se réveille pas dans son sommeil, peur qu'elle refasse une bronchiolite et qu'elle n'arrive pas à respirer, qu'elle soit en manque d'oxygène. Donc du coup, je ne dormais pas des nuits parce que j'étais stressée, j'allais voir si elle respirait, ne pas lâcher prise. Vu qu'elle me vomissait 4 biberons sur 6, je voulais être la seule à lui donner le biberon parce que je me disais, si c'est un tel qui le fait, ça va mal être fait. Et si en plus elle vomit, j'en voulais à la personne parce que je me disais, si ça avait été avec moi, ça se trouve, elle n'aurait pas vomi. Alors que oui, tu vois. Oui, oui. Du mal à lâcher prise, du mal à déléguer, et puis ton cerveau, en fait. Mais tu craques au bout d'un moment. J'ai craqué. Ah ouais. Enfin, j'ai craqué, c'est un grand mot, mais en fait, j'ai accumulé beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Et ça se transforme en dépression postpartum. Et ça se transforme en dépression postpartum. Qui a duré 7 mois. 7 mois. 7-8 mois. C'est long, 7 mois de dépression. Hein. C'est très long. Ça ressemble à quoi une dépression postpartum? Ça dépend, moi, parce que la tienne. Voilà, parce que tu as plein de facteurs, hein, faut le dire aux mamans. Hein. Déjà, tu as le regret maternel qui n'est pas du tout pareil qu'une dépression postpartum. Moi, je n'étais pas dans le regret maternel. Et après, tu as la dépression postpartum où tu peux avoir plein de facteurs. Moi, c'était vraiment lié au manque de sommeil et du coup, j'avais des vertiges, j'avais peur de la tenir. Je ne supportais plus lui donner le biberon parce que ça mettait 2 heures pour lui donner un biberon, vu qu'après, il fallait la tenir comme ça et tout. Et pardon, du coup, c'était quoi ta question? Ouais, ça ressemblait à quoi? C'est quoi le quotidien d'une jeune maman qui fait une dépression postpartum? Tu t'oublies complètement, déjà, parce que tu veux tout faire pour ton bébé pour qu'il se sente au mieux du mieux. Donc moi, et puis tu délaisses du coup un peu ton couple, parce que tu es trop concentré sur ton bébé. Tu fais tout pour ton bébé, tu fais plus rien pour toi, tu fais plus rien pour ton conjoint. Donc forcément... ça fait des petites histoires. Après, j'ai eu un mari, franchement, il a été tellement compréhensif. Mais merci, mon amour, d'avoir été là, parce que tous les papas ne sont pas comme ça. Et il m'a bien aidée, de temps en temps, à pleurer, parce que tu es trop fatiguée et tu te dis, là, je ne vais pas réussir à lui apporter le bien qu'il faut. En plus, les bébés ressentent tout, donc si t'es pas bien, elle le ressent. Donc je culpabilisais de pas aller bien parce que j'avais peur de lui retransmettre. Enfin, non, mais c'est un délire. Oui, c'est un cercle vicieux, en fait. Ouais. Et comment on se sort? À quel moment tu dis, ah ok, je sens que je suis en train de sortir de ma dépression? Alors moi, c'est Fedodo qui m'a dit que j'étais en dépression postpartum, parce que moi je ne savais pas. En fait, pour moi, la dépression postpartum, c'était au fait que tu rejettes ton bébé, que tu l'aimes pas, que tu regrettes ta vie d'avant. Et moi, c'était pas du tout le cas, donc je ne savais pas que j'étais en dépression postpartum. Et c'est en faisant appel à Fedodo, une magicienne du sommeil pour bébé sur Instagram. D'ailleurs, franchement, honnêtement, elle est incroyable. Attention, la DGCCRF va t'envoyer un courrier. Non, parce que j'ai payé tout ce qu'il faut. C'est vraiment de moi-même qui, vraiment, elle est incroyable. Parce que, tu sais quoi? Parce qu'elle m'a sauvé la vie. Donc, si la DGCCRF doit venir, voilà. Elle m'a sauvée parce que grâce à elle, la petite faisait ses nuits. J'ai pu récupérer le sommeil accumulé. Elle est très présente pour rassurer le parent parce que tu t'oublies aussi, tu vois. Et c'est elle qui m'a dit, là, je pense que Capucine, vous me faites une petite dépression postpartum. Donc, je vous invite à consulter. Et du coup, j'ai fait les démarches qu'il fallait. Et heureusement, parce que moi, sinon, je m'engrainais dans ce truc sans savoir que j'étais en dépression postpartum. En fait. T'as toujours envie d'avoir 4 enfants espacés de 2 ans? Il faudrait que je sois enceinte là déjà. Non, plus 4 enfants. Peut-être 2. Voilà, parce que je me dis même pour moi, plus tard, avoir 2 enfants et tout, c'est quand même super. Même pour Lola, d'avoir un petit frère ou une petite sœur, c'est quand même super bien. Si j'avais pu m'arrêter à 1, franchement, honnêtement, parce que je donne tellement toute ma vie pour ma fille et tout, que je me dis, mais comment je vais faire avec 2, en fait? Je vais pas pouvoir... Mais si, quand même. Mais je prends le temps. Voilà, je veux bien récupérer, je vais me marier tranquillement, je vais élever Lola tranquillement, et puis s'ils ont 3-4 ans d'écart, ce ne sera pas grave. Je m'arrêterai à 2. Donc dans 2 ans maximum. Voilà, mais je m'arrêterai à 2. Ok, parce que maintenant qu'on te connaît un peu plus en profondeur, on sait que tous tes plans sont faits. Exactement, je suis très organisée comme fille. Dans ta tête. D'ailleurs, le mariage, il a lieu cet été. Exactement, en juillet. Oui, moi je me souviens, il y a quelques mois, tu mettais une story sur Instagram, tu disais en plein préparatif du mariage. En fait, je devais me marier l'été dernier. Et en fait, vu que j'étais en dépression postpartum, Victor m'a dit, écoute, te stresse pas. Parce que vu que j'aime tout gérer, même si j'ai une wedding planneuse, j'aime tout gérer. Et je me sentais mais vraiment en incapacité de gérer l'organisation de mon mariage. Il m'a dit, c'est pas grave, on décale à l'année prochaine. Donc du coup, voilà, ça va se passer cet été. T'as déjà choisi la robe? Évidemment, c'est Nicolas Fafiat qui me l'a fait. C'est un Lyonnais, un créateur lyonnais. Et depuis que j'avais l'âge de 5 ans, je disais à ma mère, maman, je passais devant ces vitrines avec les belles robes et tout. Je disais, maman, le jour où je me marie, je te jure que ce sera Nicolas Fafiat, j'aime trop. Et tu vois, comme quoi, c'est trop bien parce qu'on arrive à réaliser ses rêves avec un peu de travail. Tu sais que j'économise depuis que j'ai l'âge de 12 ans parce que j'étais dans une agence de mariée. Pour ma robe de mariée.
parce que j'étais en agence de mannequinat quand j'étais plus jeune, donc je faisais des petites pubs. C'est de l'argent que j'ai pu toucher à mes 18 ans, mais que je n'ai pas dépensé, que j'ai mis de côté. Pour la robe de mariée. Pour ma robe de C'est mariée. tout à ton honneur. Mais elle coûte combien cette robe de mariée? Wow, le prix d'une robe de mariée, quoi. Mais ça coûte combien le prix d'une Non, robe mais de mariée? en tout cas, ça dépend, ça peut aller de 1 500 à 15 000 euros une robe de mariée, ça dépend. Et toi, on après. est plus dans les 15 000 ou les 1500? Moi, je parle plus d'argent, j'ai décidé. Ah, Voilà. ok. Pourquoi je n'ai jamais vraiment ça t'a parlé. causé du tort? Non, ça n'a pas vraiment causé du tort, mais en soi, tu sais, je me suis rendu compte que en France, l'argent, c'était assez tabou. Je suis française, je vis en France et je respecte cette mentalité-là. Et voilà. Ok, non mais ça se respecte aussi. Ouais, je trouve comme que ça réponse. sert à rien tu vois, d'attiser la jalousie, voilà. Mais sinon, plutôt meringue, plutôt bohème chic, plutôt sirène. Je peux pas te dire parce que Victor, il va regarder. C'est une vraie surprise. Ah ouais, ok. Oui. Ouais. Je peux essayer de deviner et on verra en ressortir la vidéo. Je peux Ok. essayer. Tu dis rien. Vas-y, ok. Je peux essayer. Je pense qu'il y a un très beau dos nu. Ouais. Je pense qu'on est sur une robe très fluide, très simple. Je pense qu'on est sur... Ah, c'est tout le contraire, c'est ça? Non, je te dirai après. Bah ouais, j'essaie de deviner quelle est la robe de ta vie, quoi. Ouais. Ok, non, je pense qu'elle est plutôt simple et je pense que tu vas être dans quelque chose de très Non, épuré. moi, tu veux que je te dise un truc? Il y a 2 styles. Effectivement, il y a la robe sirène ou la robe princesse. Bah, je vais porter les 2. Je vais avoir les 2 styles. J'ai hâte de voir. Voilà. Donc, je te Franchement, j'ai hâte de montrerai voir. tout. Ok, il y a des célébrités qui sont prévues au mariage? Ouais, un petit peu. Qui? Ouais, un petit peu. Bah, j'ai un de mes meilleurs amis, Benoît Dubois, Émilie, mon ami Jordan Deluxe, Émilie Nefnaf? Anthony Ruiz. Ouais, Émilie Nefnaf. Anthony Ruiz, bah, j'ai invité Mathieu, j'ai invité Cyril, j'ai invité Ryan Bensetti. Enfin voilà, il y en a. Après, est-ce qu'ils vont tous venir? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ils sont conviés. Ah, c'est un mariage de stars. Non, parce que j'ai quand même fait vraiment une sélection, hein, quand même. J'invite vraiment des gens, tu vois, par exemple, pour moi, Mathieu et Cyril, c'est des gens qui ont participé à ma vie et qui... Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Donc c'est important pour moi qu'ils soient là le plus beau jour de ma vie. C'est pour ça que je les ai invités, tu vois. Après, Benoît, il fait partie de ma vie depuis des années, c'est toute ma vie. Émilie, c'est une de mes meilleures potes. Enfin voilà, quoi. Katrina Pachette de Danser avec les stars, c'est une très très bonne amie aussi à moi, qui sera à mon EVGF. Voilà, non, c'est vraiment... Moi, je suis très amie, donc j'invite pas des gens pour inviter des gens. C'est très sélectif, sinon je t'aurais invité. Un petit point sur la DGCCRF. Oui, si tu veux. Bah oui, parce que je sais que tu en parles très librement. Ouais, Et d'ailleurs, j'ai aucun tabou avec tu ça. t'étais exprimé sur le plateau de BFM Télé. C'était la journaliste Aurélie Casse qui t'avait dit « Mais vous continuez à en faire la publicité, là, parce que vous le montrez. » C'est dans quel but, tu te souviens? Tu Bien parlais sûr du que je m'en produit. souviens. C'était un patch anti-ondes. Ouais, bien sûr, je m'en souviens. Et en plus, en fait, je l'ai montré dans le but. Ça partait d'un bon sentiment, en plus, tu vois, comme quoi, parfois, je me suis fait piéger. Hein. J'aurais même pas dû y aller, mais ça partait d'un bon sentiment. En fait, je l'ai montré. Regarde, tu sais quoi? Il est où mon téléphone? Je l'ai encore, hein. Ouais, je Ah là, pourrais- la journaliste mais Marie bon. Casse dirait « Vous en faites encore la publicité ?» Mais j'en fais pas la pub. En fait, c'est pour prouver que tout ce que je présente sur mes réseaux sociaux et les placements de produits que je fais, c'est des choses que j'utilise réellement. Sauf un Tu vois nettoyeur de pinceau que tu avais fait il y a plusieurs Ah ouais, non, mais années. alors- Ça, c'était tellement Ah froid. putain, alors ça, mais c'était le tout début, on a tous 3 à faire des erreurs. Bon là, c'était une petite Ah là erreur. là, mais elle en est fait, culte. tu sais Par que contre, ça- elle est culte, cette vidéo avec le nettoyeur de pinceau, Regarde. pardon. Tu vois, c'est vraiment, j'utilise vraiment. Et en fait, elle me dit, mais vous en faites encore En fait, je sais pas, la DGCCRF, ils m'ont pas interdit d'en faire la promotion. Hein. La DGCCRF, ils m'ont condamné sur cette marque parce que dans mon discours, je faisais de la publicité mensongère parce que je disais que ça aspirait toutes les mauvaises ondes et que je ne pouvais pas dire toutes parce que c'était pas vrai que tout... Et que tu ne pouvais pas le prouver scientifiquement. Voilà, et que tout est à 99%. Donc je peux pas dire tout. Ce que je comprends, mais moi je l'ai dit, tu sais, en mode naturel. Voilà, ça aspire toutes les mauvaises ondes et j'ai pas fait attention, ça manquait de professionnalisme. Donc je suis d'accord avec eux, tu vois, pour un mot. Et ils m'ont pas interdit de faire. C'est un site qui existe en France. Moi, j'ai regardé ce qu'ils disaient sur le site. C'est un site qui existe en France. Bah, c'est plus de mon ressort, tu vois ce que je veux dire? Enfin, si c'est autorisé par la France, c'est un site français. Mais ton discours, par contre, était de ton ressort, mais ça, tu l'as compris. Mon discours parce que j'ai utilisé le mot toutes. Mais c'est tout. En fait, j'ai juste été repris sur ça par la DGCCRF. Et quand c'est comme mais ça, ils ils m'ont font- pas interdit de faire la promotion de ça. Mais ils font Tu quoi? vois, c'est ça qu'elle n'a pas compris. C'est une amende, c'est de l'argent qu'on te demande ou c'est une injonction de ne pas recommencer? De ne pas recommencer. J'ai eu un rappel à la loi. Voilà. Alors, bon, alors là, je peux te dire que je suis clean de chez clean. Hein. Ça t'a stressé?
Mais de où? Bah, attends, mais j'ai eu la peur de ma vie. En plus, moi, tu sais, je venais d'accoucher, j'étais en pleine dépression postpartum, je venais de perdre mon grand-père. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Je fais un placement de produit tous les 15 jours. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et après, quand ils m'ont convoqué, qu'ils m'ont tout expliqué, je dis, ah bah ouais, je comprends, mais bon, il y en a qui faisaient bien pire que moi, quoi. Donc... Bon, après, j'accepte, c'est comme ça, c'est tombé sur moi. Et puis voilà. Et puis maintenant, je fais très attention. Et il y en a encore sur Twitter qui disent... Parce que tu sais, parfois, tu vois, là, tu me dis fais dodo, par exemple. Il faut... Ben non, en fait. Parce que, tu vois, là, j'ai fait de la pub pour... Si, par exemple, ça, je l'ai acheté, je peux dire une marque, on s'en fout. Oh, tu peux inventer, oui. Voilà. Imagine, ton coussin, il vient de chez Ikea. C'est mon coussin. Je l'ai acheté chez Ikea. Et que je le trouve trop beau et que mes abonnés me disent « Ah, il est trop beau ton coussin et tout. » J'ai le droit de dire « Bah, les filles, je l'ai acheté chez Ikea. Je vous mets le lien. Il vaut tant et je l'ai acheté. » J'ai pas besoin de mettre le hashtag publicité à ce moment-là. Parce que ça vient de moi, que j'ai acheté mon produit comme tout le monde et que ce n'est pas un partenariat. Tu vois, et c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Et moi, je sais tout, puisque j'ai été convoquée avec la DGCCRF, ils m'ont tout expliqué. Donc, je sais que ça, j'ai le droit de faire. Si Ikea me l'avait offert, là, oui, là, il aurait fallu que je mette hashtag publicité non rémunérée. Mais ça se fait, il y a des influenceurs qui sont pas comme toi, qui sont mal intentionnés, qui ont eu le produit qui a été offert, tu vois, mais qui vont pas le dire, qui vont le déguiser comme un conseil, tu vois. Oui, mais s'ils se font contrôler demain par la DGCCRF, ils sont dans la merde. Il faut parce qu'ils que moi, puissent prouver qu'ils l'ont acheté. Moi, j'ai la preuve que je l'ai acheté, le coussin, tu vois. Okay. Comme si demain, tu vas au restaurant, tu payes ton plat et que ça te plaît, tu vois, et que tu aimes le restaurant, que tu as trouvé l'accueil sympa et tout, et que tu payes ton addition. Tu as le droit de mettre le arrobas du restaurant pour dire « trop bel endroit » sans mettre le hashtag publicité. Par contre, si le restaurant t'invite et t'offre ton plat parce que t'es Samzira, là oui, tu dois le stipuler. Mais si tu payes ton plat et que t'as la facture comme tout le monde, t'as pas besoin de le stipuler, tu fais bien ce que tu veux sur tes réseaux sociaux. Si t'as envie de dire à tes abonnés, j'ai kiffé cet endroit. Il y a Lucas, là, il y a pas longtemps, avec Amélie Netten qui se plaignait sur ses réseaux sociaux. Elle a fait une vidéo, je crois, avec son fils, une dégustation de chips. Tu sais, c'est une trend, c'est une tendance. Oui. Et elle s'est fait tomber dessus par plein d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux qui lui ont dit, en fait, tu fais de la pub à cette marque de chips. Elle a montré la facture, elle a dit, mais arrêtez de j'ai payé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits sur les réseaux sociaux. Elle est super, cette loi, mais beaucoup d'utilisateurs des réseaux et même d'influenceurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Moi, je sais exactement, parce que moi, pour le coup, j'ai parlé avec des agents qui m'ont... Donc, je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Mais c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Exactement. Et de ne pas rendre ce sujet tabou. Exactement. Voilà, parce que c'est un sujet qui concerne la collectivité. Et on est tous sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, qu'ils arrêtent d'essayer de trouver le moindre truc, parce que ça y est, moi, je suis clean. Ils peuvent revenir, la DGCCRF, ils n'auront rien à trouver. Je fais attention à tout ce que je dis. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Question difficile, et on va finir là-dessus. Sur les 10 années à venir. Ouf! J'aurai 43 ans. On va le dire, un deuxième enfant. Ouais. Voilà. Un petit César, peut-être. Un César pour un rôle au théâtre? Pour le cinéma. Pour le cinéma. Non, mais attention, là, tout le monde va se foutre de moi. Non. Mais parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Faut pas qu'on se moque des rêves. J'ai toujours visé très, 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 très haut. Au moins, voilà, je me dis, je vise le max et puis je prends ce qu'il y a à prendre. Mais en fait, si je vise pas le max, moi, je me connais, je vais rien faire. Donc, je vise toujours très, très haut pour me donner à fond et pour entreprendre le plus de choses possible. Ok, un enfant, donc, un César, le mariage y sera fait. Un César, le mariage y sera fait, si Dieu veut. Peut-être la paix dans le monde. Oui, oui. Ça serait pas mal. Dans 10 ans, d'ici là, peut-être qu'on va pouvoir avancer. Donc, voilà. Des amis et puis surtout la santé. La santé. Et pourquoi pas une autre interview avec toi dans 5 ans pour faire le point. Exactement. Non, mais c'est que nous, à ce rythme-là, à 70 ans, on sera encore des points. Grave. Voilà. Je sais pas à quoi on ressemblera. C'est clair. Capucine Anav, merci. De rien. Pour cette interview. Tu veux savoir d'autres choses ou c'est bon? Mais tu sais quoi, mais on va se revoir. Parce que on va se revoir. Je t'ai préparé des petites photos qui datent de ton enfance à aujourd'hui pour revenir sur ton histoire. Oui, t'en parles beaucoup dans ton livre Authentique. C'est vrai. Voilà. Oui. Mais là, j'aimerais en parler avec toi en face à face, avec une interaction. Tu vois, ça va être très intéressant. Okay. Vraiment, merci du fond du cœur pour cette interview. Avec plaisir. C'était agréable de voir cette évolution et de t'entendre parler comme ça de sujets totalement différents de ceux qu'on a pu évoquer par le passé. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Capucine Anav Off. Attention, DGCCRF, faut mettre à chaque publicité, tu me fais ma pub. Je rigole. Ça, c'est de la promo. Mais je rigole. C'est pas une publicité. Ton compte Snap, c'est capucine.anav. Il y a un TikTok? Oui, mais...
Capucine Anav. Je suis certifiée, il tape Capucine Anav, j'ai le petit truc bleu. Il y a la petite encoche. Mais je fais pas de TikTok. Donc, Ah, bon, tu vas peut-être t'y mettre dans les 10 années à venir. peut-être. Merci Capucine, Avec merci plaisir. pour tout, merci à vous pour votre loyauté, votre fidélité depuis toutes ces années. Merci aussi pour vos commentaires bienveillants dans chaque interview. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Prenez fortement soin de vous et de vos proches. Bye bye.